bienvenue à un Pulse Apéro spécial start-up santé, biotech, medtech. Salut Jean-Christophe, viens donc. Comme je disais en aparté, aujourd'hui j'ai fait de la santé toute la journée. D'abord, je suis en bonne santé, bien sûr, mais au-delà de ça, on a commencé la journée avec ShapeMed. Ensuite, on a travaillé avec les HCL sur un projet autour d'une start-up. Ensuite, on a eu le consortium 4e sur les maladies infectieuses et les risques NRBC. Et on finit par un Pulse Apéro sur la santé. Donc voilà, c'est vous montrer l'importance qu'a cette thématique dans l'activité de Pulsalis. C'est, je crois, 50% du portefeuille de Pulsalis est dans le domaine de la santé. C'est une de nos business units les plus importantes. Donc, je vois Églantine qui est là et qui représente ces business units et l'ensemble des chefs de projet. Donc, on est très fiers, très contents de recevoir un certain nombre d'acteurs qui vont illustrer l'importance, l'activité dans le domaine du tech transfert, de la création de start-up, de la santé, les enjeux et puis finalement comment vous êtes impliqués sur ces questions-là. Soit donc Jean-François Médudet des HCL sur la partie Station H, je pense que c'est ce que vous allez nous présenter. Joseph André avec la dimension Startup Studio sur M2Care et Jean-Christophe Sechka sur l'exemple d'une start-up. Donc c'est rare que nos intervenants soient tous masculins. Donc, mais il n'était pas disponible. Voilà. Normalement, j'essaye de faire un peu de mixité, mais tant pis, c'est pour ça que je reste finalement et je vais faire toute la soirée. Donc, je passe la parole sur ces questions-là à Jean-François pour nous raconter Station H, c'est quoi et peut-être plus. Peut-être un peu plus. Peut-être plus si affinité. Si affinité. Voilà. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation déjà. Donc, je travaille donc aux Hospices Civils de Lyon sur une des plateformes d'innovation et donc en fait dans la direction de l'innovation. Je vais parler aussi de cette direction d'innovation parce qu'elle est assez nouvelle et pour un CHU c'est même une première. Les Hospices Civils de Lyon a été le premier CHU il y a maintenant un peu plus de 3 ans à créer une direction de l'innovation qui est séparée de la direction de la recherche. Alors ça peut paraître anodin, mais en fait le constat c'était de se dire la recherche et l'innovation ce sont deux choses différentes, et très différentes, et y compris dans un CHU. Et finalement il y avait beaucoup de projets qui n'étaient pas de la recherche et de la recherche clinique, qui n'étaient pas du soin non plus, qui n'étaient pas de l'enseignement et de la formation, et qui rentraient dans aucune case des missions classiques d'un CHU. Pour autant il y avait quand même normalement une direction de la recherche clinique et de l'innovation, mais c'était un peu trop noyé. Et donc l'idée c'était de se dire finalement il y a suffisamment de projets qui sont autour de l'innovation, c'est-à-dire en fait une transformation des pratiques, une transformation des usages, et pas simplement quelque part que de la création de connaissances, la recherche, simplement c'est un peu péjoratif, mais c'est un autre champ. Et donc cette direction de l'innovation a été créée sur 2 axes, un axe qui est très tourné vers l'interne, et un autre qui est plutôt tourné vers l'externe, et donc notamment les entreprises, les startups qui peuvent collaborer avec les hôpitaux. Et en un mot, en fait, sur le volet interne, il y a une première démarche qui a été mise en place, c'est simplement, mais c'est déjà beaucoup, de mettre en place un accompagnement de l'intrapreneuriat au sein des Hospices Civils de Lyon. Donc les Hospices Civils de Lyon ont mis en place vraiment tout ce programme d'accompagnement, avec l'EM Lyon en particulier, de manière à ce que des personnels des Hospices Civils de Lyon qui ont un projet innovant et qui souhaitent le développer, le porter et au final en faire bénéficier l'établissement potentiellement, puissent le faire dans un cadre, pas tout seul, être accompagné, avoir les outils, avoir la démarche, le mindset qui leur permet de porter ça. Donc ça c'est un premier point vraiment très tourné sur l'interne des Hospices Civils de Lyon. Et potentiellement, quand on porte un projet au sein des Hospices Civils de Lyon, des fois on a besoin de partenaires, on a besoin de compétences, on a besoin d'expertise extérieure. Et donc le lien du coup avec Pulsalis trouve un sens aussi dans ce genre de configuration. Après, les Hospices Civils de Lyon, voilà, c'est le plus gros CHU de la région, le 2e de France. Quand on est une entreprise, on se dit, tiens, j'aimerais bien, et qu'on est à Lyon, j'aimerais bien collaborer avec les Hospices Civils de Lyon pour développer ma solution. En vérité, on ne va pas se cacher, c'est pas si simple, c'est même compliqué. Ça a toujours été compliqué.
notamment parce que les Hospices Civils de Lyon sont un acteur public et qu'à un moment donné, quand ils sont dans une perspective d'achat, il faut qu'ils rentrent dans un cadre d'achat qui est le cadre des marchés publics. Et donc finalement, on ne peut pas tester des solutions en permanence en disant aux entreprises oui, si c'est bien, on va l'acheter, parce qu'en fait, c'est pas possible. Ça ne respecte pas le code de la commande publique. Et en fait, on serait complètement débordé. Pour autant, c'est pas pour, enfin, il y avait la volonté de pouvoir collaborer avec les entreprises, et notamment les startups qui apportent des innovations. Même si elles n'ont pas vocation à être achetées par les HCL, finalement c'est quand même intéressant de dialoguer entre des porteurs de projets de start-up extérieurs aux Hospices Civils de Lyon et les utilisateurs potentiels. Et c'est pour ça qu'il a été mis en place une logique de plateforme d'innovation, c'est-à-dire c'est des guichets sur une thématique. Donc moi par exemple je travaille pour Station H qui est la plateforme sur la robotique. Il y en a une autre sur le numérique, une autre sur l'impression 3D et une quatrième sur tout ce qui est données d'imagerie et intelligence artificielle. Et ces structures-là, ces plateformes, quand vous êtes une entreprise et que vous êtes sur une de ces 4 thématiques, on peut finalement assez rapidement voir un petit peu comment on peut collaborer, notamment dans une logique qu'on qualifie nous d'expérimentation et d'évaluation. Donc l'idée c'est de se dire finalement aux entreprises, quand vous développez vos produits, de ne pas attendre d'avoir une solution finalisée ou quasi finalisée pour essayer de venir la vendre aux Hospices Civils de Lyon, parce qu'en vrai ça a peu de chances de marcher comme ça rapidement en tout cas. Par contre, si vous arrivez assez tôt et que vous êtes encore dans une phase où vous pouvez faire évoluer votre solution, les plateformes d'innovation ont ce rôle-là de vous aider à mettre sur le terrain un premier prototype d'un logiciel, d'un robot, de manière à avoir du feedback des utilisateurs potentiels. Donc voilà, c'est un des points clés des plateformes et notamment de Station H sur la robotique, c'est de se dire finalement, vous êtes en entreprise, vous développez un robot chirurgical par exemple, c'est un des grands champs potentiels pour Station H. Vous avez déjà peut-être eu l'occasion de travailler avec un chirurgien qui a imaginé une solution, qui a défini le besoin. Mais pour autant, vous pouvez peut-être avoir l'intérêt à travailler avec d'autres chirurgiens, d'autres équipes. Et c'est dans ce cadre-là que Station H, par exemple, peut vous ouvrir les portes, vous proposer un bloc opératoire simulé pour venir tester des prototypes qui ne sont pas encore mettables sur un patient dans un vrai bloc opératoire, qui peut vous apporter du personnel chirurgical, du personnel aussi infirmier, qui va être demain potentiellement utilisateur de votre robot. Enfin bref, faire toute une série de tests et d'itérations pour vous aider à affiner ces prototypes. Voilà, donc c'est vraiment ça l'esprit des plateformes aujourd'hui. C'est une logique finalement de co-conception dans une logique de prestation de service, de pouvoir se dire finalement on peut aider les entreprises, on peut apporter cette expertise métier que portent les professionnels des Hospices Civils de Lyon auprès des startups à travers ces plateformes d'innovation. Et puis ces plateformes, elles peuvent aussi travailler sur des projets en interne. Par exemple, il y a un projet qui est sur la prescription des antifongiques, un projet qui s'appelle Antifonclic, qui a été développé beaucoup en interne sur le sujet de la prescription d'aide à la prescription des antifongiques. Et voilà, tous ces sujets-là qui sont portés à la fois en interne mais en externe, on trouve dans le cadre des plateformes un lieu pour finalement se confronter au terrain, avoir des vrais retours d'usage. On est beaucoup sur les notions d'usage, sur les notions d'interopérabilité quand on parle de logiciel. Est-ce qu'un logiciel ne va pas être tout seul perdu dans l'hôpital, il faut qu'il soit interopérable. Toutes ces questions d'intégration technique globalement dans l'hôpital sont aussi des sujets qui peuvent être hyper utiles quand vous développez un produit pour penser finalement à tout ce qui va faire que le produit que vous développez va s'insérer dans un hôpital tel qu'un CHU. Donc voilà un peu l'esprit des plateformes. Donc il y a 4 thématiques, encore une fois. Si ce n'est pas dans une des 4 thématiques, on discute quand même et on voit comment on est capable de trouver des interlocuteurs qui peuvent échanger avec vous. Mais toujours vraiment, je pense que le message clé, c'est de dire, voilà, n'hésitez pas à venir très tôt finalement quand vous avez un projet, pour qu'au moins on se dise, voilà, qu'on ait connaissance. On ne fera pas forcément tout de suite quelque chose ensemble, mais on pourra à minima essayer d'avoir ça en tête et de voir s'il n'y a pas quand même, notamment dans le cadre de financement collaboratif, des opportunités de travailler ensemble. Il y a aussi ça qu'il faut garder en tête, il y a des soutiens, notamment au niveau de la région, sur des bourses innovées par les usages, qui peuvent financer certaines des prestations que les plateformes proposent. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les plateformes.
Après, il y avait, je crois en discutant un petit peu sur la préparation, il y avait l'idée d'avoir quelques enseignements un petit peu sur des retours d'expérience sur des projets. Je dirais que le premier, c'est que souvent quand on porte un projet dans la santé, on a souvent dans l'équipe un professionnel de santé qui a drivé le besoin et qui est souvent même cofondateur. Et c'est évidemment indispensable et une super chance. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter très tôt à aller voir d'autres professionnels de santé qui sont totalement extérieurs et naïfs par rapport au projet pour avoir des avis qui parfois vont être divergents et vont faire un peu mal au début, mais qui sont dans tous les cas toujours intéressants à avoir le plus tôt possible. Voilà, et ça c'est particulièrement vrai voilà, dans le cadre de la robotique chirurgicale, notamment sur Station H, on voit des projets des fois où le projet c'est le projet d'un chirurgien et ses confrères des fois n'ont pas la même vision de la pratique chirurgicale. Voilà. Donc c'est peut-être bien d'aller assez tôt pour compter ça avec avec d'autres équipes. Alors en chirurgie c'est vrai que c'est assez typique, hein, vraiment. Ouais. Je pense que Jean-Christophe qui est au bloc voit les profils, ouais, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être dérisquées assez tôt en fait. Un deuxième point, je pense, c'est que souvent quand on se lance dans un projet comme ça en santé, on a identifié un besoin médical non couvert, etc. Et on se dit c'est bon, je résous le besoin médical, mon projet va être adopté, mon produit, ma solution va être adoptée. Alors souvent c'est quand même un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il faut sa solution des fois elle ne fait pas juste que répondre aux besoins, elle va venir impacter une organisation. C'est-à-dire que pour qu'elle puisse fonctionner, il va peut-être falloir changer une organisation, une répartition du travail, une façon de faire passer l'information entre les gens. Et tout ça, c'est des éléments qu'on ne perçoit pas forcément facilement au début, tant qu'on n'a pas discuté avec un hôpital qui va vous dire « Ah mais oui, mais si je mets votre solution là, ça veut dire que telle personne elle va avoir plus de travail, ou au contraire elle va en avoir moins, donc mais qu'est-ce que j'en fais ?» C'est des choses comme ça, c'est des effets de bord qui sont très difficiles à anticiper tant qu'on ne discute pas avec vraiment les futurs utilisateurs et ceux qui les achètent, ceux qui les mettent en place. Donc ça, cet impact de l'organisation, de l'usage que va impliquer la solution, c'est hyper important. Et voilà, je pense que c'est des sujets, Gérald Pontet, qui est particulièrement actif sur ces sujets-là, ne pourra que conforter ça. Il pourra vous aider aussi. Et troisième point, le troisième point, c'est souvent quand on est sur un produit de santé, alors s'il y a un dispositif médical en particulier, on va vous demander d'évaluer le service médical rendu et son amélioration. Et souvent on se dit que son produit ça va être fantastique, on va avoir une amélioration du service médical rendu incroyable. Et quand on regarde les chiffres de l'autorité de santé, les produits de santé qui ont vraiment une amélioration très significative du service médical rendu, chaque année il y en a 1, 2, 3 dans les bonnes années. Et ils ne sont pas tous français loin de là. Donc ça veut dire qu'en fait, ça ne veut pas dire que les produits sont mauvais, mais c'est-à-dire qu'en faire la démonstration, parfois c'est très complexe. Par les études cliniques, c'est hyper complexe, coûteux. Et malgré tout, ça reste un élément qui va être assez clé dans beaucoup de projets pour avoir un remboursement, ou même ne serait-ce que, même s'il n'y a pas de remboursement, avoir comme des éléments de preuve qui justifient une prise en charge par l'hôpital. Alors à la limite, j'ai envie de dire, s'il y a des essais cliniques, c'est pas mal, on sait comment faire. Si vous êtes sur un produit qui améliore, par exemple, le parcours du patient, pour aller évaluer l'impact économique ou médico-économique de ces choses-là, c'est encore plus complexe. Donc vous allez devoir convaincre sur la valeur de votre produit avec des éléments chiffrés qui sont compliqués à avoir. Donc ça va être... voilà, faut garder ça en tête, quoi. Autant en produit de santé, on peut avoir des éléments chiffrés sur des aspects qui sont plus dans l'organisation, autour du numérique notamment. Tous les arguments que vous allez évoquer, tout le monde va vous dire ouais c'est super sur le papier, je suis assez d'accord, mais en vrai, qu'est-ce qui me prouve que ça va vraiment dégager cette valeur-là une fois sur le terrain. Donc je pense qu'il faut bien anticiper ces questions d'évaluation, de prouver les arguments de valeur que vous allez mettre en avant sur votre produit et se dire que même si tout le monde est convaincu sur le papier, il va falloir prouver ça et ça peut être un petit peu complexe et il faut l'anticiper de fait. Voilà un peu ce que je pouvais évoquer là-dessus. Merci beaucoup. Les uns et les autres, vous aurez l'occasion de discuter après sur la partie un peu plus conviviale. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que fin 2023, les HCL sont rentrés au capital de Pulsalis. Donc on était très contents. On est une des rares SAT à avoir un CHU au capital. Ça fait partie des préconisations du rapport qui est sorti cette semaine là, du nom de l'ARA, le double rapport là, qui est sorti sur les liens CHU-recherche.
recherche, et qui plus est, non seulement les HCL sont rentrés au capital de Pulsalis, mais dans l'idée d'avoir un modèle économique de forte délégation à Pulsalis de l'activité de création de start-up, y compris sur des mécanismes d'entrée au capital qu'on est en train de tester d'ici l'été, j'espère en tout cas. Donc qui seront, on ne peut pas trop en parler pour l'instant dans le détail, mais qui seront assez innovants. Donc finalement, Pulsalis étant une filiale des HCL, filiale avec un pourcentage assez faible, mais voilà, une structure dépendante des HCL, on peut par ce biais-là être l'opérateur de création de start-up. Donc voilà, c'est autour de ça qu'on va se tester dans les semaines qui viennent. Voilà, donc un partenariat très fort avec les HCL. On n'a pas parlé non plus des appels à projets innovation qui ont été mis en place par la direction innovation. Donc il y a toute une dynamique d'innovation qui a été mise en place. Autre point de vue sur les startups santé biotech, M2Care, Joseph, floor is yours. Merci. Bonsoir à tous. Je voulais remercier l'équipe de Pulsalis, Anne, Catherine, Sylvain et Sophie de m'avoir invité ici. Donc je suis Joseph André. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'environnement de l'innovation en santé principalement, en lien avec la recherche académique. Et depuis 2 ans, je travaille chez M2Care. Auparavant, j'ai passé 6 ans et demi dans ces merveilleux locaux à accompagner des super projets. Et donc, je suis particulièrement content et fier d'être ici avec vous ce soir. Donc, du coup, je disais, j'ai rejoint M2Care il y a 2 ans maintenant. M2Care, c'est une société qui a été créée en 2017, qui fait partie du groupe Institut Mérieux, avec Guillaume Mérieux comme autre partenaire proche. Et initialement, c'était une société qui faisait de l'accélération de start-up, qui apportait des services, du conseil à des entreprises dans le domaine de la santé pour faciliter leur levée de fonds, pour leur permettre aussi des mises en relation avec des acquéreurs potentiels. Et le constat a été de dire on contribue à créer de la valeur dans ces entreprises-là, dans l'apport qu'avait l'équipe. Mais malheureusement, du coup, les startups, c'est aussi des entreprises qui parfois n'ont pas beaucoup d'argent par essence, là, elles sont encore récentes, n'ont pas de chiffre d'affaires, donc parfois difficile de vendre des contrats. Et pour autant, quand on crée de la valeur, quand on est juste un prestataire, on ne capture pas une partie de cette valeur-là, au-delà des honoraires. Et donc, il y a eu cette réflexion qui a été initiée côté M2Care avant que j'arrive, de dire finalement, si on passait sur un nouveau modèle qui est le modèle de Startup Studio. Donc, un modèle de Startup Studio, finalement, c'est grosso modo ce que fait une SaaS, en quelque sorte. Sur l'étape d'après, un peu plus en aval, c'est une entreprise qui va avoir des ressources humaines qu'elle va apporter dans des projets de création d'entreprise et de développement d'entreprise, et aussi qui va avoir des fonds qu'elle pourra investir dans des startups en contrepartie de part au capital dans cette startup-là. Donc c'est un mélange entre un incubateur sur la dimension implication humaine sur différents sujets et un fonds d'investissement sur la dimension investissement capitalistique et sur le modèle économique qui est derrière, de dire cession de participation et retour pour le Startup Studio. Donc c'est des modèles qui se développent depuis on va dire maintenant une dizaine d'années, qui ont vraiment bien démarché aux États-Unis et qui se transposent en France. Je pense qu'un des premiers Startup Studios dans le domaine de la santé en France, c'était MDStart, qui est adossé au fonds d'investissement Sofinova. Et puis maintenant, c'est des modèles qui ont tendance à se développer parce que pour les investisseurs, pour les startups et aussi finalement aussi pour les patients, c'est des solutions qui permettent de dérisquer des projets très rapidement en amont, d'apporter des ressources à des moments où c'est difficile de les acquérir, de les intégrer dans la startup, et d'avoir aussi la capacité financière rapidement de développer les projets. Donc M2Care, on se focalise sur des sujets en medtech, donc des dispositifs médicaux à vocation principalement thérapeutique, et aussi de la santé digitale, que ce soit des outils d'organisation pour les hôpitaux, des outils diagnostiques en santé digitale, et aussi des produits de santé qu'on appelle digital therapeutics, essentiellement des applications par exemple sur smartphone ou des outils numériques qui vont apporter finalement un traitement à une pathologie pour un patient. Et c'est souvent lié à des troubles du comportement. Donc on a aujourd'hui 2 startups dans lesquelles on a investi. Une première qui est donc sur la partie santé digitale qui s'appelle Previa Medical, qui développe un algorithme pour prédire un risque de développer un sepsis pour tous les patients qui rentrent à l'hôpital, qui sont monitorés à l'hôpital. Et donc le sepsis est une pathologie qui a un impact
dont le temps est vraiment essentiel dans sa prise en charge, pouvoir le prédire en amont de l'apparition de symptômes importants, c'est vraiment clé. Et la deuxième startup dont on a annoncé notre investissement il y a quelques semaines maintenant, qui s'appelle TerraSonic, qui est basée sur Paris. On a un champ d'action qui est national, qui a pour vocation à améliorer la délivrance de médicaments dans le cerveau en utilisant des approches ultrasonores qui sont non invasives, donc du coup d'améliorer le traitement de pathologies comme les cancers cérébraux. Donc moi, tout au long de ma carrière, finalement, je suis passé de la recherche, après mon doctorat sur l'innovation avec la valorisation de la recherche, puis le tech transfert en passant à Pulsalis qui m'a montré vraiment aussi la dimension interaction avec des startups, avec des fonds d'investissement. Donc j'ai toujours voulu aller dans l'étape d'après, et je me suis du coup depuis maintenant 5 ans intéressé aussi beaucoup sur l'investissement capitalistique dans les startups. Et je voulais vous parler un petit peu de cette dimension-là. Quel est le regard des investisseurs sur les projets en santé, sur la partie biotech, medtech et santé digitale. Donc vous vous en doutez probablement, mais pas le même temps de développement pour un produit, pour un médicament. On dit que c'est à peu près 10 à 12 ans entre le début de la recherche et la mise sur le marché et l'administration aux patients dans le cadre d'une AMM. Quand ça marche, parce qu'il y a quand même aussi des forts taux d'échec qui sont liés à la sécurité des médicaments et leur efficacité. Contrairement à un produit de santé digitale qui peut être développé très rapidement et expérimenté aussi très rapidement. Et les dispositifs médicaux sont finalement des produits qui sont un peu intermédiaires, qui parfois, donc pas dispositifs médicaux digitaux, mais qui peuvent être assez rapides dans leur développement et dans leur prototypage, ou d'autres, comme celui, je parlais de la TerraSonic, dont on s'apparente plutôt à un développement qui est celui d'un produit pharmaceutique, parce qu'il y a vraiment un fort impact sur les patients. Donc en tant qu'investisseur, quand on regarde des projets, au niveau très en amont, en fait, finalement, ce qui va être essentiel, c'est la qualité de la science. Parce qu'il y a finalement peu d'éléments tangibles sur lesquels on peut vraiment évaluer un projet. Et donc du coup, la renommée du laboratoire, les publications qui ont pu être faites et les démonstrations qui ont pu être faites sur in vitro ou in vivo sont clés pour évaluer la technologie ou l'innovation. Ainsi que du coup la propriété industrielle qui va venir protéger ça. Donc ça, c'est un peu un des éléments. Mais finalement, le premier qu'on va regarder, et c'est un que tu as mentionné, c'est sur le besoin médical. Finalement, un projet il a beau être très, très intéressant, très beau d'un point de vue scientifique, si derrière il ne répond pas à un besoin médical qui est important, finalement, encore une fois, le pain point est toujours clé. Et derrière le besoin médical, en tant qu'investisseur, il y a quand même aussi une dimension de l'importance de ce besoin médical, que ce soit malheureusement en termes d'impact sur le patient, mais aussi ou en termes de population. Il y a quand même des logiques économiques qui restent par rapport au risque à l'investissement qui va être apporté ensuite. Donc ça, c'est clé, c'est commun finalement à l'ensemble de ces projets. Et du coup, à ce moment-là, quand on parle de start-up, souvent on dit que les éléments clés, c'est l'équipe et l'équipe. L'équipe scientifique va être vraiment importante. L'équipe de la start-up, parfois elle n'existe pas encore, on sait que c'est des choses qui peuvent évoluer, sur lesquelles on va pouvoir aussi intervenir nous en tant que start-up. À des étapes justement plus en aval, ça va être justement la capacité des entreprises à avoir structuré une équipe qui sera en mesure de porter le projet des étapes précliniques jusqu'au développement clinique, puis après même commercial. Donc c'est vraiment des critères qu'on va regarder en tant qu'investisseur. Et sur les étapes plus finales, ça va être les démonstrations cliniques qui ont pu être faites. Est-ce que le médicament il est sûr? Est-ce qu'il a démontré une sécurité dans les doses qui sont administrées? Est-ce que le dispositif médical aussi est sûr? Est-ce qu'il répond aux critères de performance qui étaient attendus? Et est-ce qu'il apporte aussi un bénéfice pour le patient en comparaison aux situations existantes? Donc finalement, c'est un peu le même grille de lecture selon les différents produits. Je reviens sur le point au début, qu'ils n'ont pas les mêmes temps de développement. Et donc, pour les investisseurs, il y aura une dimension de maturité qui va être différente et de réflexion à quel moment finalement on va pouvoir revendre la start-up et du coup aussi réaliser ce retour sur investissement qui aura été fait. Donc pour les projets de santé digitale, comme c'est des temps de développement qui sont rapides, il y a une confrontation au marché qui va être et aux patients qui vont être vraiment très rapide. Et les investisseurs vont regarder à quel moment finalement il pourrait y avoir du chiffre d'affaires et même des bénéfices qui vont être réalisés pour
pour savoir à quel moment il va y avoir une sortie pour les investisseurs de l'investissement qui va être réalisé. Sur les produits type médicaments ou biotech, là c'est plutôt les gros éléments de créateurs de valeur et là où il y a du risque. Comme je disais, c'est sur la partie safety et efficacité, donc généralement entre la phase 1 et la phase 2, même s'il y a aussi des projets où il y a vraiment un fort potentiel qu'en amont d'une étude clinique, il peut quand même y avoir des rachats de start-up. Et sur les produits, sur les dispositifs médicaux, en fait, ça va dépendre un petit peu aussi de la classe des produits des dispositifs médicaux. Il y a des produits qui sont avec peu de risques, avec des classes 1 ou classe 2A, en tout cas dans le règlement européen, et c'est des produits sur lesquels finalement on va pouvoir plus rapidement atteindre un marché et envisager des ventes. Là où sur d'autres produits de type classe 2B ou classe 3, où les démonstrations cliniques sont plus importantes, et donc en fait on va pouvoir envisager des sorties pour les investisseurs, des rachats de ces entreprises qui seront justement plutôt soit à la démonstration, à l'autorisation d'un marquage CE ou sur une démonstration clinique initiale. Donc voilà, c'est un peu la vision qu'a un investisseur, c'est de dire finalement c'est quoi mon besoin médical, comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai confiance dans les résultats et les démonstrations scientifiques qui est sous-jacente à cette innovation. Et finalement par rapport à la maturité qu'il y a, dans quel horizon de temps je pourrais envisager finalement un retour sur mon investissement. Et donc du coup il faut trouver des projets qui sont à ce bon niveau de maturité. Et c'est en ça qu'on a aussi signé un partenariat en début d'année avec Pulsalis. Le partenariat qu'on a nous permet de finalement travailler ensemble en amont sur des projets qui pourraient nous intéresser, en tout cas en tant que startup studio, pour créer des entreprises. Et la SAT, finalement, dans son accompagnement, dans son travail de développement et de maturation, permet d'amener les startups à un niveau de preuve de concept au niveau du laboratoire, à un pré-prototype, dont on peut parfois envisager des expérimentations cliniques assez rapidement. Donc voilà un peu de ce que je voulais dire. Donc voilà, très content aussi d'avoir ce partenariat et qui est clé pour nous de pouvoir avoir aussi accès à des technologies sur lesquelles on pourra créer des belles startups. Merci beaucoup. À la fois HCL, enfin, tu as vécu tout, donc voilà. Donc la carte vermeille de Pulsalis, c'est moi. Donc merci Sylvain pour l'invitation de vous, Sylvain. Merci Sophie pour ton support effectif depuis toutes ces années. Merci Nathalie. En 2015, on s'est rencontrés. Qui a vu une petite étincelle dans un projet qui a pu se casser la gueule 50 000 fois, mais qui est toujours là. Donc enchanté, donc Jean-Christophe Sechka. Donc moi je suis anesthésiste réanimateur à l'Hospice civil de Lyon. J'ai une formation d'ingénieur, mais bon, à une époque où j'ai fait toutes mes études sans savoir qu'Internet était en train de se développer. Et puis du coup, je suis passé côté sciences et puis côté médecine. Et l'origine de Médaille, la start-up, c'était d'abord un projet de création d'outils qui était basé sur un besoin de terrain, qui était que, bon, globalement, en partant de mon milieu professionnel médical, la nuit, 5 h du matin, anesthésiste, une urgence à gérer, on n'est pas bon. Et contrairement à ce qu'on nous dise, et malgré ce qu'on nous dit dans l'éducation la française, et les concours, tout ça, on n'est pas très très bon sur le terrain, ce qu'on oublie généralement une bonne partie de ce qu'on pense connaître par cœur. Et puis, de toute façon, les connaissances ne font pas des compétences, etc. Ce qui fait qu'à la fin, j'étais assez frustré. J'avais fait pas mal d'aviation quand j'étais plus jeune, et je ne m'y retrouvais pas trop dans le domaine de la santé, en tout cas dans ce qu'on apprenait à la fac et sur le terrain. Du coup, vers 2014-2015, je me suis dit, bon, on a tous un téléphone, une tablette, un ordi pas très loin, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un outil qui, que quand je me fais une idée de la situation, si j'avais un cerveau idéal, je déroulerais ma procédure. Sauf que j'ai pas un cerveau idéal, donc je sortirais mon outil. Alors à l'époque, je savais pas que ça s'appelait des aides cognitives, on fait de la pro sans le savoir, et finalement un outil avec une ergonomie à développer qui m'aiderait vraiment à ne rien oublier. Du coup, on est parti, donc je suis sur les conseils d'un ami, comme on dit. Je suis venu voir Pulsalis, donc j'ai rencontré Nathalie, et on a démarré l'accompagnement. Alors c'est vrai qu'au départ, moi j'y connaissais absolument rien. Pour moi, Capital, c'était une grande ville dans un pays. Et du coup, notamment avec l'accompagnement,
les ateliers, et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot, de la fois de création. Moi j'avais quand même une certitude au départ, c'était qu'un projet, ça doit répondre à un besoin de terrain. Sinon, ça peut pas, enfin, c'est mon avis, ça peut pas marcher sur la durée. Et puis, dans le domaine de la santé, on retrouve un petit peu ce qui a été dit par Jean-François Joseph. Si on n'a pas prouvé que ça marche, c'est pas la peine. De toute façon, les collègues n'utiliseront pas votre truc. Donc, on a démarré très très vite en parallèle des développements techniques et de l'accompagnement chez Pulsalis, une première thèse, une deuxième thèse. Là, on est à peu près à 7 thèses de médecine, de sciences et quelques rapports de Master 2, où on a montré que ce qu'on connaît déjà, c'est que l'erreur humaine, c'est la 3e cause de mortalité en Occident. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est publié. Probablement 250 000 décès évitables aux États-Unis par an, 50 000 en France. Mais pourtant, on est très content de notre éducation à la française et c'est difficile de faire bouger les choses. Alors nous, on a fait tous ces travaux, là on en est à 7 publis internationales, où systématiquement on retrouve ce qui est connu dans les milieux du nucléaire, de l'aviation, c'est qu'on n'est pas bon, et qu'il faut se faire aider, mais dans les milieux du nucléaire et chez les pilotes, on compris qu'il fallait des checklists, parce qu'on peut tous avoir des problèmes personnels, oublier des choses. En santé, c'est plus compliqué. Alors finalement on a un petit peu diversifié nos activités, parce que c'est effectivement très très long, et toutes les grilles de lecture dont parlaient Jean-François et Joseph, en fait, quand on est sur le terrain, c'est autant de freins, et c'est pas linéaire, c'est multiparamétrique. C'est-à-dire que nous, on avait la pression de prouver que ça marchait, mais quelque part, c'était quand même de l'humain. Donc c'était moins glamour que de l'IA, par exemple. Du coup, c'est difficile d'intéresser des investisseurs. On a montré que ça marchait, mais ça va quand même changer les habitudes. Un gros frein, c'est qu'on force quand même les professionnels à admettre qu'ils font des erreurs et accepter de se faire aider. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi un accompagnement du changement qui est extrêmement compliqué, et rien en soi, ça aurait pu être 50 000 fois une raison d'échec du projet. Par chance, on est toujours là, et on a pu démontrer la proposition de valeur avec des travaux scientifiques, et puis la proposition commerciale qui a été validée. Ça a été un petit peu long. Moi, très honnêtement, j'ai failli laisser tomber la santé parce que rien ne bougeait les 5-6 premières années. On était allé voir des milieux de l'industrie, des sites Céveso qui ont aussi des problématiques. Finalement, malheureusement, ce qui nous a pas desservi, je pense, c'est le Covid. Et là où c'était très compliqué de faire bouger les mentalités des soignants, en fait, ça a changé avec le Covid. Ce sont les directeurs qualité qui sont venus nous voir. Parce qu'en CHU, on est encore à peu près protégé, mais il y a énormément de petits établissements, d'établissements plus petits en France, qui tournent avec 30-40% de vacataires, donc ils ont des problèmes de formation, d'harmonisation des pratiques, de réactivation des connaissances sur le terrain, de transformer les gens en professionnels compétents, de remonter de la donnée, remonter cette donnée pour les certifications des établissements, etc. Et puis finalement, il se trouve que les outils Max qu'on a développés répondaient à tout ça, puisque nous, on a pu démontrer dans toutes nos études sur des domaines très très variés de la santé, qui vont du premier secours à la médecine de guerre, à l'anesthésie, à la réa, à la pédiatrie, et maintenant on travaille avec des pharmaciens hospitaliers, que encore une fois on n'est pas bon, mais qu'avec les aides cognitives on diminue de 60 à 95% les erreurs et les oublis, ce qui fait qu'en termes déjà de compétences et de restitution dans les soins, il n'y a pas photo. On a démontré qu'on déstressait les soignants, qu'on double la capacité de rétention d'informations au cours d'une formation. Et on vient de démontrer qu'on maintient dans le temps les compétences, c'est-à-dire que si on s'entraîne une fois avec nos outils et qu'un mois plus tard on a un papier même tout moche, on est aussi bon qu'avec l'outil. C'est-à-dire que, après je ne rentre pas dans le détail des sciences cognitives. Donc l'intérêt de ce projet-là, pour moi, c'était vraiment à l'interface de l'humain, de la techno, de l'ergonomie, des sciences cognitives. Et voilà, donc ça, heureusement, il faut être passionné quand même pour tenir quelques années. Bon, j'en ai fatigué un paquet. Donc clairement pour nous, c'est maintenant le challenge, comme on dit en bon français, c'est toujours d'arriver à avoir un outil qui fait le lien pour les professionnels entre leurs connaissances et l'action sur le terrain, avec une amélioration des compétences et in fine une amélioration des soins. Et finalement, assez naturellement, on commence à s'interfacer avec des outils d'intelligence artificielle pour tout un tas de choses, parce que finalement, l'humain, même si il est déstressé, que l'outil le prend par la main pour gérer les choses, il faut quand même avoir une réflexion sur les situations complexes. Contrairement à l'aviation, la médecine, c'est plus complexe que compliqué, parce que deux patients qui se ressemblent, en fait, n'ont pas la même chose.
deux patients dont on pense qu'ils ont la même pathologie, on va leur donner le même traitement, il y en a un qui va mourir, l'autre non. Donc en permanence, c'est jamais linéaire en fait. Il faut toujours s'adapter et ça change tout le temps. Donc cette complexité-là, il faut apprendre à gérer. Et nous, en même temps que la techno, on développe des méthodologies de réflexion, et notamment, par exemple, de hiérarchisation des hypothèses. On a introduit des outils de statistique bayésienne. Et là, à mon sens, l'interfaçage avec de l'IA prend tout son sens pour ne rien oublier. Là-dessus, on n'a pas changé sur le point de vue, c'est que IA ou pas IA, l'humain reste au cœur. L'humain prend les décisions parce que, surtout en santé, une décision, c'est un pari qu'il faut prendre et qu'il faut assumer. Et pour l'instant, je pense que même les programmateurs d'OpenAI comprennent même plus ce que font leurs outils, tellement ça va vite, tellement c'est puissant et que ça manipule des milliards de matrices. Donc je ne pense pas qu'un soignant prendra un pari sur qui va engager déjà son confort intellectuel, son risque juridique et la santé de son patient sur une boîte noire. Donc nous, on n'a pas changé là-dessus. L'humain reste au cœur de la décision, de la hiérarchisation des hypothèses, mais l'IA a toute sa place pour apporter des idées, enrichir la discussion, et après l'humain prend la décision. Donc pour nous, l'humain est toujours au centre, et ça change pas. La temporalité, voilà, c'est long, on a démarré en 2014. Il y a plein de raisons de se casser la gueule, il y a des bonnes raisons de ne pas, alors déjà de se faire aider, c'est quand même bien. Et une des complexités pour nous, c'est que maintenant qu'on commence à avoir des clients alors qu'ils sont hospitaliers, soit dans les directions qualité, soit dans des services comme l'obstétrique, les SAMU ou les directions qualité. Un de nos gros soucis actuellement, c'est toujours le cash, et c'est le problème de délai de paiement des établissements publics. Nous, on a les URSSAF qui tombent le 15 du mois à 0h00, mais c'est vrai que les établissements publics se permettent de mettre 6 mois, 9 mois, 12 mois, vous payez. Et chaque mois, c'est un peu deux ulcères. Le 15 du mois, c'est les URSSAF, le 30, c'est les salaires. Mais bon, on a heureusement quelques bouées de sauvetage, quelques phares dans la nuit, donc Pulsalis. Là, cette année, on a été aussi lauréat d'un tiers-lieu d'expérimentation avec les HCL. Et donc là, c'était sur un projet innovation, développement de nouvelles pratiques d'usage, et on a pris comme cas d'usage tout ce qui est établissement de personnes âgées, et un interfaçage des soins dans ces établissements-là avec la régulation des urgences, de manière à ce que, à chaque fois qu'il y a un problème dans un établissement de santé, par exemple, on n'envoie pas comme ça se fait très systématiquement, on fait le 15 et on va se retrouver avec une personne âgée qui va attendre 6 heures aux urgences dans des services bondés, alors qu'on pourrait très bien se mettre d'accord sur des protocoles, envoyer un contenu sur une aide cognitive. En fait, une aide cognitive, c'est du savoir-faire qu'on peut transmettre, en disant voilà, ok, j'ai compris, cette personne a ça, je pense que c'est ça, je te transmets l'aide cognitive, et on se rappelle dans 1 heure, et vous démarrez sur protocole le traitement. Et si ça ne va pas, venez. Et donc voilà, ça, on vient d'être lauréat, et donc c'est en train de démarrer, et donc on est en train de chercher, d'ailleurs, on a déjà un EHPAD qui va servir de banc d'essai, mais on cherche plusieurs EHPAD. Voilà, le futur, c'est clairement l'interfaçage avec des outils d'IA, mais en laissant l'humain au cœur. Ce qui veut dire que pour nous, c'est toujours pas mal un mix entre le développement techno, les interfaçages avec les technos pointus, mais surtout l'humain, l'ergonomie, les sciences cognitives. Donc là, on est interfacé avec OpenAI, on est ouvert pour s'interfacer avec des IA françaises. Bon, même si le Patriot Act et le Cloud Act fait que pour se faire pomper nos données, il faudrait quand même qu'il y ait un juge américain. Mais bon, on est plus rassuré si les données sont sur le territoire européen. Et puis maintenant, clairement, on a fait la preuve de concept, la preuve de marché. Là, cette année, on va commencer maintenant qu'on commence à avoir une activité commerciale qui a été x10 entre 2022 et 2023. Et là, je pense cette année, ça ne va pas faire x10 encore, mais c'est pas mal parti pour augmenter encore. Donc là, on cherche des financements pour tous ces développements techno, et puis surtout pour accroître la force commerciale, parce que du coup, quand on fait du commerce et qu'on essaie de défoncer les portes dans les hôpitaux, on ne fait pas ce pourquoi on est peut-être le plus compétent. Voilà, donc pour accélérer la démarche commerciale. Et voilà, après, je ne sais pas, autour d'une bière, on peut discuter. Je n'ai pas vraiment de conseils à donner. J'ai fait toutes les bourdes possibles et imaginables, donc on peut en parler. Après, voilà, il ne faut pas être courageux. Je pense qu'il faut profiter de ces bourdes et évoluer et apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. Merci beaucoup.
Merci de votre témoignage, parce que c'est vrai que c'était intéressant de voir des points de vue finalement à la fois convergents et différents. Joseph, tu nous as dit l'important, c'est finalement la science pour un investisseur, c'est la barrière à l'entrée, quoi, la science de départ, la capacité scientifique qui fait la différence. Côté HCL, c'est est-ce que ça répond à un besoin, est-ce qu'il y a, et attention aux usages et ce que ça va perturber dans l'usage, hein. Et après, d'une certaine façon, Jean-Christophe, tu as illustré ça avec ta propre expérience. Moi, j'ai souvenir dans nos discussions aussi des liens avec les services achats, du conflit entre je suis praticien, mais j'ai ma start-up et finalement le service achat, enfin voilà, c'est quand même assez complexe. Mais c'est pas compliqué, donc si on vous l'explique longtemps et souvent. En tout cas, le domaine de la santé, c'est tout un champ sur lequel il y a des enjeux, il y a des attentes, il y a de la transformation, il y a du soin, il n'y a pas que du soin. Il y a la silver economy, les autres usages, le lien public-privé, enfin l'hôpital, la ville, enfin il y a plein d'enjeux pour développer des nouvelles entreprises, des nouveaux produits et des nouveaux services. Donc vous qui êtes là, je pense que c'est aussi ça qui vous intéresse. Dans la pièce, il y a à la fois des chercheurs, des investisseurs, il y a un peu de tout. Donc on va pouvoir continuer à en discuter autour d'un verre. Merci d'être là. Et puis, Sylvain a disparu. Le prochain Pulse Apéro, je sais sur quoi il est. Donc, il est normalement sur l'international, donc sur l'accompagnement des startups à l'international. Et il devrait avoir lieu fin juin autour de ça. 20 juin, normalement. Voilà, 20 juin. Donc, merci à vous et place aux boissons. Alors, hein.